Et si la Russie et l'Asie du Sud-Est étaient en train de réécrire silencieusement les règles du commerce mondial? Pendant que l'Occident regarde ailleurs, Poutine vient d'annoncer à Kazan un virage stratégique majeur. Fin du dollar, nouvelle route logistique, nucléaire civil, intelligence artificielle. Voici ce qu'il a vraiment dit aux dirigeants de l'ASEAN. Nous allons maintenant écouter le président Poutine dans son intégralité. Il s'adresse aux chefs d'État réunis pour ce sommet historique et pose les bases d'un nouveau partenariat entre la Russie et les 10 pays d'Asie du Sud-Est. Уважаемый господин Маркос, дамы и господа. Monsieur le Président Marquet, Mesdames et Messieurs, avec Monsieur Fernand Marquet, Président des Philippines, État qui assure actuellement la présidence de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, nous souhaitons vous informer des résultats du sommet Russie-ASEAN, qui vient de s'achever. Nous avons réellement réussi à travailler de manière fructueuse et productive. Notre réunion s'est déroulée dans une atmosphère amicale et professionnelle. Ont participé à ce sommet les dirigeants, les chefs de gouvernement, les principaux responsables politiques et hommes d'État des 11 pays de l'ASEAN, ainsi que le secrétaire général de l'association. Tout cela témoigne clairement de l'intérêt réel, tant de la Russie que des États d'Asie du Sud-Est, pour le développement continu d'une coopération mutuellement bénéfique, s'appuyant sur les traditions d'amitié éprouvées par le temps et l'expérience accumulée d'un partenariat multidimensionnel et fructueux. Les orientations stratégiques de l'interaction entre la Russie et les pays de l'ASEAN pour l'avenir sont consignées dans la déclaration de Kazan, approuvée à l'issue du sommet. Celle-ci souligne particulièrement l'engagement de tous nos États en faveur de la formation d'un ordre mondial multipolaire juste et démocratique, fondé sur les principes universellement reconnus du droit international et de la Charte des Nations Unies. Le plan d'action adopté entre la Russie et l'ASEAN contient des mesures concrètes pour renforcer les liens de notre pays avec l'association dans les domaines politiques et sécuritaires, commercial et des investissements, ainsi que culturels et humanitaires. Je note que de nombreuses idées constructives et réflexions pratiques utiles ont été exprimées au cours du sommet concernant l'intensification du partenariat dans le domaine économique. Les participants se sont prononcés en faveur d'une augmentation qualitative et quantitative des indicateurs du commerce bilatéral, d'une amélioration de sa structure et d'une expansion des investissements mutuels. Pour ce faire, il est important de passer, dans les règlements financiers des transactions commerciales, aux monnaies nationales, de supprimer les barrières commerciales subsistantes et de simplifier les procédures administratives. De bonnes opportunités existent à cet égard pour tous nos pays. Il s'agit de diversifier les échanges commerciaux. La Russie propose d'augmenter ses exportations vers les États de l'ASEAN de produits à forte valeur ajoutée, y compris les engrais et les médicaments. Par ailleurs, nous continuerons bien sûr à fournir à nos amis asiatiques des denrées alimentaires et des sources d'énergie très demandées. Notre pays aide les États de la région à développer l'énergie nucléaire. Rosatom possède des technologies uniques pour la construction de centrales électriques répondant aux normes les plus élevées de sécurité et d'écologie. Elle peut non seulement construire des centrales nucléaires, mais aussi aider à créer de toutes pièces et clés en main une nouvelle filière de l'atome pacifique, former des spécialistes professionnels, transmettre l'expérience et les connaissances dans des domaines tels que la médecine nucléaire, l'application des technologies nucléaires dans d'autres secteurs, y compris l'agriculture, et ainsi de suite. La Russie et les États de l'ASEAN font beaucoup pour renforcer la coopération dans le domaine des transports. Les transports de fret maritime et ferroviaire transcontinentaux se développent, de nouvelles routes sont tracées, des services logistiques communs sont lancés. Des consultations régulières ont lieu sur des sujets sensibles tels que la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue, la criminalité organisée et l'utilisation sur des technologies numériques. Nous entendons continuer à promouvoir ensemble l'interaction dans les domaines de la cybersécurité et des systèmes d'information et de communication. Les principales entreprises russes de technologie de l'information partagent avec leurs collègues asiatiques leur développement de pointe dans des secteurs tels que la protection des données, l'intelligence artificielle, la technologie de la ville intelligente, et ainsi de suite. Une grande attention a été accordée lors du sommet au développement des échanges humanitaires, des contacts dans les domaines de la culture, de la science, du sport et du tourisme. La Russie aide traditionnellement les pays d'Asie du Sud-Est à former leurs cadres nationaux. Actuellement, environ 5000 citoyens des États de la région étudient dans nos universités, y compris sur la base budgétaire russe. Le Centre ASEAN de l'Institut d'État des Relations Internationales de Moscou, MJIMO, contribue de manière significative au renforcement des liens académiques depuis plus de 15 ans. Les flux touristiques réciproques augmentent,
facilitée par les liaisons aériennes directes régulières entre la Russie et les pays de l'ASEAN. L'année dernière, le nombre de Russes ayant visité les stations balnéaires d'Asie du Sud-Est a augmenté de 37%. Le nombre de touristes de la région visitant notre pays a également augmenté dans des proportions similaires, de 34%. Nous sommes bien sûr toujours heureux d'accueillir les hôtes étrangers et l'intérêt qu'ils portent à notre histoire, notre culture et les riches traditions populaires de la Russie. Et d'ailleurs, l'une de ces traditions les plus anciennes, la fête de Sabantuy, aura lieu ces jours-ci ici, à Kazan, et dans d'autres régions de la région de la Volga. La meilleure preuve en est. Je voudrais féliciter tous ceux qui célébreront ces événements. Ils sont traditionnellement liés à la fin des travaux agricoles de printemps. Je voudrais féliciter tout le monde à cette occasion. Si certains des participants à notre sommet ont la possibilité de rester quelques jours de plus, je suis convaincu que le programme varié et coloré de ces festivités les impressionnera. Nous attachons une importance fondamentale au fait que tous les chefs de délégation se sont prononcés en faveur du maintien d'une coordination étroite en politique étrangère. La Russie et les pays de l'ASEAN, en tant qu'États souverains, indépendants et autonomes, mènent une politique visant à renforcer la coopération internationale. Ils respectent tous leurs partenaires, leur histoire, leur religion, leur modèle de développement et leurs traditions. Sur de nombreux problèmes du monde contemporain, nos positions sont proches, voire coïncidentes. C'est le cas, notamment, de la situation autour de l'Iran. Nous avons salué à l'unanimité l'accord entre les parties iraniennes et américaines sur la cessation du conflit militaire et sur le travail relatif aux paramètres d'un futur accord de paix. Nous estimons que le fait que le document ait été signé par les chefs d'État, M. Trump et M. Pachikian, donne également des raisons d'espérer qu'il s'agira d'un document sérieux, qui servira de base aux futurs accords. Nous comptons sur la stabilisation de la situation au Moyen-Orient et dans le Golfe Persique, ce qui aura un effet bénéfique, notamment, sur les marchés mondiaux de l'énergie et des produits alimentaires. Je note également que la Russie continuera d'apporter son soutien mondial aux États de l'ASEAN dans leurs efforts pour maintenir la paix et la stabilité en Asie du Sud-Est et, plus largement, pour former, dans l'ensemble de la région eurasiatique, un système de sécurité fiable, ouvert et global, ainsi qu'une interaction multidimensionnelle visant à conjuguer les différents processus d'intégration sur le continent, qui se déroulent dans le cadre d'associations telles que l'ASEAN, l'Union économique eurasiatique et l'Organisation de coopération de Shanghai. Mesdames et messieurs, comme vous le savez sans doute, de nombreux contacts bilatéraux sont prévus pour les participants au cours du sommet. J'ai également des rencontres prévues avec pratiquement tous les chefs de délégation. Certaines de ces rencontres ont déjà eu lieu, d'autres se dérouleront aujourd'hui même, un peu plus tard. Profitant de l'occasion, je voudrais remercier une fois de plus tous les collègues d'avoir accepté notre invitation et d'être venus en Russie, d'être venus à Kazan. Je souligne à nouveau que la Russie aspire sincèrement à établir avec les États d'Asie du Sud-Est un partenariat stratégique multidimensionnel et authentique. Et nous constatons la même détermination à agir ensemble, main dans la main, chez nos amis asiatiques. Encore une fois, un grand merci à tous. Monsieur le Président, en tant que président en exercice de l'association, vous avez personnellement grandement contribué à l'organisation de nos travaux d'aujourd'hui. Le Président et moi avons co-présidé nos travaux conjoints d'aujourd'hui. Et je tiens à vous remercier tout particulièrement pour ce travail conjoint lors de notre session d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce discours de Vladimir Poutine lors du sommet Russie-ASEAN dépasse largement le simple cadre d'une réunion diplomatique. Derrière les formules officielles et les déclarations de coopération, il révèle une stratégie plus profonde, celle d'une Russie qui cherche à accélérer sa réorientation vers l'Asie et à construire un nouvel équilibre économique mondial. Pendant des décennies, l'Europe et les États-Unis ont occupé une place centrale dans les échanges internationaux de la Russie. Mais depuis plusieurs années, Moscou affirme vouloir réduire sa dépendance envers les structures économiques dominées par l'Occident. Et ce sommet avec les pays de l'ASEAN apparaît comme une nouvelle étape dans cette transformation. Le message principal de Poutine est clair, la Russie veut participer à la construction d'un monde où plusieurs centres de puissance coexistent. Ce qu'il appelle un ordre mondial multipolaire repose sur l'idée que les décisions internationales ne doivent plus être concentrées entre quelques grandes puissances occidentales,
mais réparties entre plusieurs blocs régionaux. Mais derrière cette vision politique se trouve une réalité économique très concrète. Lorsque Poutine parle d'utiliser davantage les monnaies nationales dans les échanges commerciaux, de réduire les barrières et de développer de nouveaux mécanismes financiers, il évoque un changement qui pourrait avoir des conséquences importantes sur le commerce mondial. Depuis les sanctions occidentales imposées à la Russie, Moscou cherche à limiter son exposition au dollar et à l'euro. L'objectif est de créer davantage de circuits commerciaux indépendants, notamment avec l'Asie, le Moyen-Orient et les pays émergents. La coopération avec l'ASEAN est donc stratégique. Cette organisation regroupe des économies parmi les plus dynamiques du monde, des pays avec une forte croissance industrielle, une population importante et une position géographique essentielle entre la Chine, l'Inde et les grandes routes maritimes internationales. Pour la Russie, renforcer les liens avec cette région signifie trouver de nouveaux débouchés pour ses ressources, mais aussi vendre davantage de produits à plus forte valeur ajoutée. Et c'est un point important du discours, Poutine ne parle pas seulement de pétrole, de gaz ou de matières premières. Il insiste sur les engrais, les médicaments, les technologies, l'énergie nucléaire, les transports, l'intelligence artificielle et les infrastructures. Autrement dit, Moscou cherche à présenter sa relation avec l'Asie non pas comme une simple relation d'exportation de ressources, mais comme un partenariat technologique et industriel. L'exemple de Rosatom est particulièrement révélateur. La Russie considère depuis longtemps le nucléaire civil comme un outil d'influence internationale. Construire une centrale nucléaire ne signifie pas seulement vendre une technologie, cela crée une relation qui peut durer plusieurs décennies, avec la formation des ingénieurs, la maintenance, l'approvisionnement en combustible et la coopération scientifique. Dans cette logique, l'énergie devient aussi un instrument diplomatique. Autre élément majeur du discours, les transports. Lorsque Poutine évoque les nouvelles routes maritimes, ferroviaires et logistiques, il parle d'un enjeu essentiel du XXIe siècle, le contrôle des flux commerciaux. Les grandes puissances ne se battent plus seulement pour les territoires. Elles se battent aussi pour les infrastructures qui permettent de faire circuler les marchandises. Ports, chemins de fer, corridors économiques, celui qui maîtrise les routes commerciales possède un avantage stratégique. Et c'est précisément là que la Russie veut renforcer sa présence en Eurasie. Mais ce discours contient également un message politique. Poutine insiste à plusieurs reprises sur la souveraineté, l'indépendance des États et le respect des modèles de développement nationaux. C'est un thème que la Russie répète régulièrement, l'idée qu'aucun pays ne devrait imposer son système politique ou ses choix aux autres. Ce message trouve un écho auprès de nombreux pays qui souhaitent maintenir une politique étrangère plus autonome entre les grandes puissances. Concernant la situation internationale, la référence à l'Iran et au Moyen-Orient montre également que Moscou cherche à se positionner comme un acteur diplomatique global. La Russie veut apparaître comme une puissance capable de dialoguer avec différents camps et de participer aux grands dossiers mondiaux, même au-delà de son environnement régional. Cependant, cette stratégie comporte aussi des défis. Construire un nouvel équilibre économique demande du temps. Les infrastructures doivent être développées, les mécanismes financiers doivent être renforcés et les partenaires doivent être prêts à aller plus loin dans leur coopération. Il existe aussi une question importante, jusqu'où les pays de l'ASEAN souhaitent-ils s'engager avec Moscou ? Car ces États ont souvent une politique d'équilibre. Beaucoup entretiennent également des relations importantes avec les États-Unis, l'Europe et la Chine. Ils cherchent donc à diversifier leurs partenariats sans forcément rejoindre un bloc contre un autre. C'est probablement l'un des points les plus intéressants de ce sommet. La Russie ne cherche pas seulement à remplacer un partenaire par un autre. Elle tente de participer à la création d'un nouveau réseau international où plusieurs puissances régionales coopèrent selon leurs propres intérêts. La question qui se pose maintenant est la suivante. Assistons-nous réellement à la naissance d'un nouvel ordre économique mondial, ou simplement à une adaptation temporaire provoquée par les tensions actuelles entre la Russie et l'Occident? La réponse dépendra de la capacité de ces partenariats à produire des résultats concrets. Si les échanges augmentent, si les infrastructures progressent et si les mécanismes financiers alternatifs se développent, alors le poids économique de ces nouvelles alliances pourrait réellement changer l'équilibre mondial. Mais si ces projets restent principalement politiques et symboliques, leur impact pourrait être limité. Une chose est certaine, le sommet Russie-ASEAN montre que la compétition mondiale ne se joue plus uniquement entre Washington et Moscou. Elle se joue désormais aussi en Asie, autour du commerce, de l'énergie, des technologies et des routes qui relient les continents. La grande question pour les prochaines années sera donc: le monde va-t-il rester organisé autour d'un seul centre de puissance,
Ou entrons-nous dans une nouvelle époque où plusieurs pôles chercheront à définir les règles du jeu? Et c'est précisément cette bataille pour l'influence qui pourrait façonner l'avenir des relations internationales.